Interpol a aujourd'hui émis une note rouge pour retrouver le détenu qui est en fuite, Mohamed Amra. Une cavale qui dure depuis plus de 24 heures. On en parle dans un instant avec Guillaume Fard. Bonsoir Guillaume, vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des questions de sécurité et aussi auteur du livre Flic Story aux éditions du Rocher. C'est vrai qu'on attend encore les décisions qui vont être prises par le ministère de la Justice, de la surpopulation carcérale à la prise en charge des détenus, à leur extraction même. Est-ce que c'est tout un système qu'il faut revoir aujourd'hui? Oui, on peut rajouter en fait ce qu'il y a avant l'incarcération, c'est-à-dire dès l'élucidation, puisque le parcours criminel, il se poursuit tant que vous n'êtes pas arrêté pour la première fois. Or, on a eu des chiffres sur les taux d'élucidation. Pour les cambriolages, c'est à peine plus de 10% en France. Pour les coups et blessures volontaires, c'est à peine plus de 15%. Enfin, pour les gens qui nous regardent, ça veut dire que si vous êtes cambriolé, dans 9 cas sur 10, on ne retrouvera jamais l'auteur. Quelqu'un qui n'est pas arrêté, par définition, recommence. Donc, il n'y a pas de réponse pénale tant qu'on ne vous a pas arrêté. Début de la chaîne. Ensuite, il faut effectivement vous arrêter. Ensuite, il faut vous juger. Beaucoup de personnes ne se présentent pas. Parce que vous n'êtes pas mis en détention provisoire quand vous avez commis un délit. C'est réservé essentiellement aux affaires criminelles. Donc vous êtes jugé quand même. La justice peut vous juger en votre absence, mais après il faut vous retrouver. Il y a combien de fiches dans le fichier des personnes recherchées? 650 000. Alors toutes ne concernent évidemment pas des personnes qui ne se sont pas présentées à leur procès et qui ont été condamnées en leur absence. Mais tout de même, il y a cet effort à faire. Et au bout du bout, on va effectivement vous emprisonner. Si vous êtes condamné à une courte peine, vous irez en maison d'arrêt, mais vous irez assez tard dans votre parcours criminel. Et après se pose effectivement la question de préparer la sortie. On voit sur la vidéo au moins 5 hommes qui sont lourdement armés. Ce qui est aussi frappant, c'est de voir à quel point ils sont très préparés. Ils savent où se mettre et où tirer. Moi, je ne dirais pas qu'il y a du professionnalisme, parce que je dénie ce terme pour des bandits, mais il y a de l'expérience. Ça, c'est assez indéniable. Vous n'avez pas de tir croisé. Vous avez des gens qui savent se poster, vous avez des tirs qui sont précis. Quand vous regardez les impacts de balles sur le véhicule de tête au niveau du conducteur, les impacts sont groupés, donc vous avez des personnes qui savent tirer. C'est-à-dire qu'une arme automatique, si vous ne savez pas la manipuler, il y a un recul, donc en fait vous allez tirer progressivement vers le haut. Là c'est bien groupé. Ils savent tirer, dites-vous. Est-ce qu'ils tiraient pour tuer? En tout cas, les tirs, dès qu'ils arrivent, sont faits pour écarter toute résistance de la part des agents de l'administration pénitentiaire. Donc, vous avez ceux qui sont dans le véhicule, qui est le véhicule suiveur. Bon, ils n'ont même pas le temps d'ouvrir la portière, qu'ils sont pris sous un déluge de feu, et la supériorité du nombre et la supériorité des armes. Parce que arme automatique contre arme de poing, vous avez un rapport qui est très défavorable quand c'est vous qui êtes détenteur de l'arme de poing. Donc ils sont rapidement écartés. Après, ce que l'on observe, c'est que 3 ont survécu. C'est-à-dire que s'ils avaient voulu les achever, ils auraient pu le faire dans les circonstances qui étaient celles-ci. 3 ont survécu, 2 ont été grièvement blessés. Très grièvement, la bonne nouvelle, c'est que le pronostic vital n'est plus engagé pour 2 d'entre eux. Il y en a un 3e encore. Absolument. Mais en tout cas, dans le mode opératoire, ils ne se sont pas posés de questions. C'était pas on va leur demander de se coucher, de déposer leurs armes et de nous laisser faire. Les questions qui se posent encore, c'est de savoir si c'est le détenu Mohamed Amra qui a organisé sa fuite ou s'il a été enlevé. Ça, on ne sait pas encore. Non, son avocat, évidemment, va plaider le fait qu'il est plus victime d'un enlèvement que complice de son évasion. On comprend la ligne de défense. Maintenant, il faut aussi l'établir dans le cadre de l'enquête. Ce qui sera un bon aiguillon, ce sera d'avoir le profil des auteurs de la fusillade. Est-ce que ce sont des gens qui ont été payés pour faire cela? Est-ce que ce sont des gens qui le côtoyaient par ailleurs? Est-ce que c'est un commando qui s'est préparé? Comment? Par qui les a armés? Il y a encore beaucoup de questions en suspens. Ce que l'on peut noter en tout cas, c'est l'extrême préparation. Il fallait savoir que ce véhicule allait passer au péage à ce moment précis, prévoir les véhicules de repli, prévoir l'armement. Enfin, il y avait toute une logistique. Comment les retrouver aujourd'hui? Interpol a émis une notice rouge tout à l'heure. Qu'est-ce que ça change? Ça change que si il devait avoir franchi une frontière, ce qui n'est pas l'hypothèse la plus probable au regard des lieux de commission des faits et des moyens de déplacement, c'est-à-dire dans une zone plutôt centrale du territoire avec des véhicules comme moyen pour fuir. Les polices étrangères sont avisées et doivent donc avoir une posture qui consiste à le signaler aux autorités françaises et si possible à l'arrêter ou à les arrêter là où il se trouve. Après, l'opération, elle est toujours menée à 2 niveaux. Vous avez l'opération de recherche à proprement parler et de l'investigation judiciaire. L'opération de recherche, c'est assez simple à comprendre. Vous avez le lieu où se sont passés les faits avec l'heure, les modes de déplacement. Donc en voiture, vous tracez un périmètre, vous émettez l'hypothèse que les gens se trouvent dans le périmètre, vous y concentrez des moyens, plan épervier, et s'ils y sont, par définition, vous les trouvez. Le plan épervier est terminé. Est terminé, puisqu'on ne les a pas trouvés.
Alors, et comment on les retrouve? Alors, il y a les véhicules qui ont été retrouvés et qui sont calcinés. En quoi peuvent-ils aujourd'hui aider à retrouver ce commando? On dit que cet homme, a priori, est impliqué dans le trafic de stupéfiants. Est-ce que ça veut dire que certaines personnes peuvent être poussées à parler aujourd'hui? Après, donc deuxième méthode, l'enquête judiciaire, c'est tout ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire les traces et indices, les témoignages, la police technique et scientifique, en fait faire parler ce qui est une scène de crime. Ce qui s'est passé à ce péage sont des faits criminels. D'ailleurs, l'enquête est ouverte de chefs criminels, par exemple le meurtre en bande organisée, qui est une circonstance aggravante. Et donc, vous allez regarder ce que vous avez comme traces et indices, éventuellement des traces ADN, par exemple dans le véhicule bélier, d'un examen balistique, puisque beaucoup d'armes ont été utilisées pour les faire parler. Est-ce qu'elles ont un passé criminel, ces armes? Et donc, trouver d'autres affaires. Le réseau relationnel de celui qui est soit évadé, soit kidnappé. Enfin, on verra ce que l'enquête dit. L'hypothèse la plus probable, c'est effectivement l'évasion. Et donc, on va regarder son environnement. Il y a tout ce que la vidéo peut apprendre. Et puis, il y a beaucoup de témoins. Il y a des personnes qui ont vu, qui ont entendu, qui ont filmé avec leur téléphone portable. Donc, il y a aussi tout ce travail-là à réaliser. Ouais, je suis plus affirmatif que mon voisin sur le fait qu'ils seront retrouvés. Parce qu'on a retrouvé tout le monde. C'est-à-dire, quand il y a un commando dont Redouane Faïd a pris la tête, qui tue Aurélie Fouquet il y a une quinzaine d'années, on retrouve Redouane Faïd. Le meurtrier d'Éric Masson, on le retrouve. Les frères Kouachi, on les retrouve. Enfin, vous pouvez partir en cavale pendant une durée indéterminée, mais les moyens modernes et les moyens d'enquête, qui sont quand même des moyens importants, significatifs, font que tôt ou tard, vous finissez par être localisé et interpellé. Et il y aura un hommage national Ça serait cohérent. Vous ne pouvez pas dire que l'administration pénitentiaire est pleinement et à part entière une force de sécurité intérieure jusqu'à la faire défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées et ne pas organiser d'hommage national avec des drapeaux tricolores sur les cercueils quand vous avez une tragédie comme celle-là. C'est une l'administration pénitentiaire, qui souffre d'un mal de reconnaissance, qui souffre de ne pas être considérée comme d'autres forces de sécurité intérieure, que peuvent être les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux. Et donc, c'est une façon de dire à la nation que quand vous êtes agent d'administration pénitentiaire, vous êtes pleinement un membre des forces de sécurité intérieure et que vous risquez de perdre votre vie dans les murs, mais aussi hors les murs. Cette attaque met aussi en lumière le narcobanditisme en France. Ce matin, le ministre de l'Intérieur révélait qu'il tue plus que le terrorisme et pointait la responsabilité des consommateurs pour sortir du narcobanditisme. Les sénateurs préconisent notamment la création d'un parquet national anti-stupéfiant, comme avec le terrorisme. Guillaume Fard, ce serait un moyen d'incarner cette lutte, mais cela changerait quoi pour ces... Le parquet spécialisé, ça veut dire d'abord des magistrats spécialisés qu'on va dédier à cela, comme il y a un parquet national antiterroriste, comme on a pu créer par le passé un parquet national financier également. Donc vous dédiez des magistrats et vous en faites des spécialistes de la matière. Donc ça peut être un surcroît d'efficacité, mais ça ne sera jamais pleinement suffisant. Ce qu'il faudrait faire aussi, c'est faire évoluer la législation sur, on en parle beaucoup, la protection des témoins, la question du statut de repenti, le fait que vous pouvez et vous devez pouvoir changer d'identité avec une véritable mesure de protection. C'est-à-dire qu'on vous change vos papiers, on vous change votre nom, on vous loge, on vous trouvera une place dans un logement et vous reconstruisez une vie sous protection. On l'a fait dans le cadre des attentats du 13 novembre 2015 avec la fameuse Soraya Sonia. On peut donner les deux prénoms, de toute façon ça a été changé. Désormais elle est sous une totale identité qui elle est protégée par la loi, une identité différente. Donc on sait le faire dans certaines affaires. On doit pouvoir le faire pour les affaires de narcotrafic. Merci Guillaume Fard, vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des questions de sécurité et auteur de Flic Story. Les grands flics se racontent aux éditions du Rocher. Thomas Proutot, vous restez avec nous si vous ne le voulez bien, puisque nous allons maintenant parler de cette affaire